présentation là? Ouais. Non, Non. pas du tout. Ouais, c'est Est-ce que vous avez tous accès au partage d'écran? Ouais, c'est bon pour tout le monde? Question en dessous. Tu peux cliquer. Ah, encore en dessous, ouais, voilà. Là. Vas-y. Ouais, non. Tu peux cliquer. Alors, c'est pareil. C'est peut-être un peu plus grand. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Ouais. Je sais pas si. Vous le voyez défiler mon diaporama ou? Oui. Allez, c'est parti. Voilà, après les petits problèmes techniques. Donc, je finis de me présenter. Comme l'a dit Clémence, je suis un des médecins du post-urgence médicale. Je suis Marc Bernard. Donc, peut-être que on a eu plusieurs fois affaire vous avez plusieurs fois affaire à moi dans le cadre du réseau ICARE. Donc, je remercie tout le monde, le réseau ICARE, de me permettre de participer à cette formation et tous ceux qui participent en virtuel ou en présentiel. On a décidé de commencer cette formation par une présentation assez rapide du service de post-urgence médicale, qui est un service d'hospitalisation qui se situe, vous le voyez en bas, à l'hôpital Purpan, dans le bâtiment URM au 4e étage. On a trouvé important de préciser un peu ce que c'était que ce service et ce que l'on faisait et ce que l'on prenait en charge comme patient. C'est un service finalement assez jeune qui a été créé par Marie Coiffier en 2008. Marie Coiffier qui est toujours la responsable du service, au départ pour prendre des patients qui venaient exclusivement des urgences avec une pathologie qui ne relevait pas d'une spécialité mais d'une unité de médecine polyvalente avec une durée de séjour assez courte puisque au départ c'était à peu près une durée d'hospitalisation moyenne cible de 5 jours. Actuellement, ça s'est un peu transformé. On a augmenté le nombre de lits. On a 24 lits. On prend en charge à peu près 1000 patients par an. Et la durée de moyenne de séjour s'est un peu allongée puisqu'on prend des patients en moyenne pour 7 jours. Voilà un peu pour le cadre global du post-urgence. Et dès le début de la création du service, on a voulu intégrer la prise en charge sociale dans le fonctionnement global du service, avec la présence de notre assistante sociale qui est un temps plein tous les jours quand on fait un point le matin pour pouvoir un peu programmer dès l'admission des patients la sortie du patient pour faire en sorte justement que ces durées moyennes de séjour restent assez courtes, autour d'une semaine. Et donc avec cette philosophie de prise en charge un peu globale, à la fois médicale et sociale, on a... Alors là, ça ne défile plus. Attendez. Hop. Vous le voyez là? Non. Pour les aléas. La bonne heure. Il y a plein de... Ah, il y a pas de... Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois alors, partage.
Ça bug. Quelqu'un qui peut douer que nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un qui peut donner. Si tu sens plus à l'aise, ouais. Sinon, tu départages et tu repartages le Ouais, je pense qu'il faut repartager. Ouais. Non, Ouais. tu vois, on l'a là. Vous êtes, vous Nous, êtes on est bloqué sur la toujours feuille. sur la diapo, la diapo Pullman. Ouais. Repartage. Ça. Ouais, je vais voir si ça marche comme ça. Tac, et si je fais défiler. Sur la diapo directement. Ça bouge pas non plus chez nous. Ça bouge? Non. De quoi? Il y a des petits temps de latence. Ouais. Ça bouge même plus. fait comme ça là-haut. Et après, le partage d'écran, il se fait. Il est où en fait sur le résultat? Mais j'ai même plus la régulation. Normalement, si tu fais Le là. partage d'écran sur Zoom, mais sur le vidéoprojecteur, elle est où votre interface en fait, Bah, normalement, moi, je l'ai lancé là, tu vois. J'ai fait toc, et ça passait. Et attends, je vais voir comme ça. On peut faire comme ça, non? Ah oui, Ça vous convient? ah oui. Après, par contre, pour ce qui est du Zoom, faire dans ces Teams, ben, je sais pas trop bien quoi dire. Je sais pas. Partager. Ouais, Oui, partager. plus, ouais, partager. Attends. Partager. Côte à côte. Tu fais quoi d'habitude? Ouais, que tu fais Tu ces contenus. récupères sur la fenêtre qui est ouverte. Il va te proposer de. Je fais fenêtre là? Ouais, ou alors là, si. Et du coup, Normalement, tu vois, on peut moi j'ai récupérer comme ça. ça. En fait. Ah oui, mais en fait, ok, je comprends, d'accord. Ça fait bugger de partager sur Teams, ça fait bugger le partage d'écran d'ordi en fait. J'ai l'impression. On va plutôt faire ça. Non, ça, c'est MDM. C'est les voisines d'après. Vas-y, dis-moi. C'est ça? Ouais. Et voilà. Là, on voit la diapo du PUM et là, ça a passé. Ouais. Ouais, Ça avance. défile? Ah, parfait, Ouais, c'est merci bon. beaucoup. Allez, c'est bon. Donc, on repart. Le plume, c'est une chose. Le plume, donc, dès le début de la création du plume, on a hospitalisé dans le service des patients dont le seul accès aux soins, finalement, était les services d'accueil d'urgence. Et donc, en particulier, les patients qui en situation de précarité, les patients isolés sur le plan social, les personnes âgées isolées, qui n'avaient pas d'autre moyen d'avoir accès au système de santé que le service d'accueil des urgences. Et donc, on a hospitalisé ces patients, on a développé à la fois une expertise médicale et sociale pour prendre en charge ces patients. Et
bien sûr, c'était des situations souvent complexes et notre durée moyenne de séjour s'est allongée. Pour un prix de journée qui est resté le même, à 1 500 € le prix de journée, du coup, on a dû justifier l'augmentation de la durée moyenne de séjour et on a créé une unité un peu fictive qui est au sein du poste urgence médicale, qu'on a appelé le PUMS, qui est l'unité de médecine polyvalente et sociale, dans lequel on a extrait ces patients là qui restaient, donc vous voyez que sur 2022, beaucoup plus longtemps que nos patients habituels, en moyenne une vingtaine de jours, avec un âge moyen de 67 ans. Ces patients, on a réussi un peu à valoriser leur prise en charge et donc à développer une expertise, et on s'est inscrit au sein du dispositif ICARE grâce à cette unité. On a dû aussi justifier ce qu'on n'était pas, ce qui est parfois un peu difficile parce qu'on n'est pas un service de spécialité. C'est pas parce que on prend des patients en situation de précarité que l'on peut se substituer, à un service de gastroentérologie ou de pneumologie. Donc voilà, on n'est pas quand un patient a besoin d'aller en gastro, il y va, et dans les autres spécialités aussi. On n'est pas un service d'accueil d'urgence non plus parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, et quand un patient est à la rue ou dans un centre d'accueil a besoin d'une prise en charge de urgence, c'est toujours au SAU qui va. Et on n'est pas non plus une structure de soins moins médicalisée que les lits Halte Santé, par exemple, ou les lits de l'âme. Voilà, on est un peu entre les deux, et vous voyez qu'on a une petite quantité de patients, donc 60 patients, c'est pas beaucoup finalement, mais on arrive à trouver ce créneau-là dans lequel on arrive à rendre service aux patients et encore une fois à leur proposer une prise en charge globale à la fois sociale et médicale. Comme vous l'a dit Clémence, donc on s'est inscrit dans le dispositif ICARE et vous voyez qu'on est un mode de recours d'hospitalisation, même si la majorité de nos patients viennent pour l'instant du service d'accueil d'urgence. On discute assez régulièrement au cours de réunions de concertation avec l'équipe d'ICARE pour discuter de dossiers, les réorienter au PUM ou ailleurs en fonction de notre expertise. Et c'est comme ça que l'on s'est inscrit dans ce dispositif. Voilà un peu pour la présentation du PUM. Je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite ou si vous voulez les poser un peu plus tard, juste sur l'organisation du service et du réseau ICARE, ou si je continue sur les pathologies liées à la précarité que l'on rencontre assez régulièrement au PUM et que je voulais vous faire partager. Je continue ici et ailleurs. Allez, je continue. Donc, on a, ce que je vous disais, développé une expertise et rencontré des pathologies carentielles que l'on avait un peu oubliées, et j'ai essayé de vous illustrer ça pour que ce soit un peu plus parlant par des cas cliniques, donc à partir de 4 cas cliniques au total, pour que vous ayez un peu un aperçu des patients que l'on admet au PUM et des pathologies que l'on a appris ou réappris et que l'on arrive à prendre en charge dans ce service. Le premier cas clinique, c'est celui de Monsieur S, qui a 48 ans, amené aux urgences après appel du centre 15 par un patient. Il avait été retrouvé sous un pont, incapable de se lever, de marcher et ne parlant pas français, donc très peu d'informations lorsqu'il arrive aux urgences, mais un diagnostic de dénutrition sévère assez clair dès qu'il arrive, puisque Clémence, si tu m'enlèves, pardon, merci, et ça on l'a su après, son poids habituel était de 69 kg, alors quand il arrive aux urgences, il n'en pesait que 51, cachectique, vraiment avec une fente musculaire très spectaculaire, et sur le plan du bilan sanguin réalisé aux urgences, rapidement une déshydratation très sévère avec une insuffisance rénale aiguë, et je vous l'ai mis à la fin, une hypoalbuminémie, c'est-à-dire une protéine que l'on dose dans le sang, qui est un critère de gravité de la dénutrition, très effondrée, puisque la normale doit normalement être au-dessus de 35. La prise en charge aux urgences permet de mettre en évidence une embolie pulmonaire de manière un peu fortuite, l'insuffisance rénale, je vous en ai parlé, et surtout le diagnostic de dénutrition très sévère et que l'on voit assez régulièrement chez les patients, bien sûr,
qui rentre dans ces conditions. Le diagnostic de dénutrition, c'est clinique, c'est rappelé par des critères de l'HAS qui sont sortis, qui ont été remis à jour il n'y a pas longtemps, et ça repose sur le poids, bien sûr, sur la perte de poids surtout. Plus de 10% du poids corporel, c'est le diagnostic de dénutrition sévère, ce qui était le cas de M. S. Et ce que l'on fait aussi systématiquement, c'est le calcul de l'indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré, qui, en cas de dénutrition sévère, est inférieur à 18,5, ce qui était le cas aussi de Monsieur S, avec une fonction musculaire très altérée aussi. Et je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, le critère de gravité biologique que l'on fait quasiment systématiquement chez les patients hospitalisés, c'est le dosage de l'albumine qui était là aussi effondré, puisqu'il était à 19 pour Monsieur S. Donc, un diagnostic clinique de dénutrition et pour finir un peu rapidement l'histoire de monsieur S, au fil de l'hospitalisation, donc qui a duré 1 mois, vous voyez que pour démêler un peu la situation à la fois médicale et sociale, ça a pris plus de 7 jours pour traiter la dénutrition, pour comprendre pourquoi ce patient était arrivé ici. En fait, il venait de Roumanie, il avait été embauché de manière illégale dans une structure, dans une entreprise de manutention, et il y a 1 mois, il avait perdu son travail et son logement, ça allait un peu avec, et il s'était retrouvé à la rue, incapable de se débrouiller, parce que probablement avec une pathologie psychiatrique sous-jacente et des éléments un peu délirants, et est resté quasiment 3 semaines, 1 mois, sans manger, ni pas beaucoup boire, à la rue, d'où l'état clinique préoccupant dans lequel il est arrivé aux urgences. C'est un cas clinique qui se termine plutôt bien, puisque après la renutrition, la réhydratation et la prise en charge psychiatrique au poste urgence, on a pu contacter son frère qui est venu le récupérer, et ils sont rentrés ensemble en Roumanie. Donc c'est une histoire qui se termine plutôt bien, mais qui aurait pu mal se terminer s'il n'avait pas été retrouvé par ce passant. Voilà un peu pour le diagnostic de dénutrition qui, alors même si on n'est pas dans les cas extrêmes, comme le cas de M. S, concerne quand même 1 Français sur 5, d'après la dernière étude Ipsos de 2018, et voire 5 à 10% de la population en général en Europe. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dans des situations extrêmes comme celui de M. S pour rencontrer la dénutrition. Donc, il faut savoir diagnostiquer, bien sûr, sur le plan clinique, encore une fois, le poids et la perte de poids importante, et savoir prévenir. Vous voyez qu'il y a un baromètre d'insécurité alimentaire qui a été mis en place par l'HAS aussi pour essayer de prévenir la survenue d'une insécurité alimentaire grave pour éviter la dénutrition et les carences que l'on peut rencontrer en cas de dénutrition. Ces carences, je vous les ai précisées un peu ici, à partir d'une étude qui a été faite, qui remonte à 2001, mais qui était assez intéressante, qui a été faite dans des centres d'hébergement d'urgence à Paris, qui montrait que non seulement il y avait une carence d'apport en énergie totale chez les patients qui fréquentaient ce centre d'hébergement, mais aussi des carences en oligo-éléments et en vitamines, et en particulier les vitamines de la lignée B, les vitamines C, la vitamine D, qui étaient carencées chez ces patients-là. Une carence d'apport, évidemment, bien sûr, mais aussi une carence favorisée par la consommation d'alcool et la consommation de tabac, qui aggrave aussi les carences que peuvent présenter ces patients. Et donc, c'est sur ces carences en vitamines que je me suis un peu penché sur les 3 cas cliniques qui suivent. Le deuxième cas clinique, donc, qui concerne M. B, 72 ans, amené aux urgences après appel du centre 15 par son ex-épouse, un patient qui vivait seul dans son appartement et qui en sortait plus depuis plusieurs mois, qui refusait même qu'on y pénètre, et qui refusait toutes les aides que pouvait lui proposer son ex-épouse, qui restait sa seule personne de confiance et qui lui amenait toutes les semaines, tous les 15 jours, des courses, qui voulait qu'elle dépose devant chez lui sans qu'elle pénètre dans son appartement. Un appartement qui s'est révélé par la suite insalubre, avec un comportement d'accumulation. En bref, un syndrome de Diogène que vous avez peut-être rencontré chez les patients que vous prenez en charge, et donc qui durait, qui s'aggravait depuis de longs mois. Chez un patient qui ne travaillait plus, qui avait été aide-soignant et qui avait arrêté de travailler à l'âge de 40 ans. S'il avait arrêté de travailler, c'est que, et ça encore une fois on l'a su après, il avait une pathologie psychiatrique chronique qui
qui avait été à peu près bien suivi jusqu'en 2015, mais pas de suivi depuis, pas de traitement ni neuroleptique ni antidépresseur comme il avait jusqu'en 2015. Une pathologie psychiatrique qui s'était manifestée par des épisodes dépressifs récurrents, mais avec des manifestations un peu atypiques, avec des troubles phobiques aussi, donc plutôt de l'ordre de la psychose. Ce patient n'avait pas de médecin traitant non plus, et aucun suivi médical, ni aucune personne ressource pour en prendre soin au domicile. Pas grand-chose, et en particulier pas de consommation de tabac, d'alcool, dans ses antécédents. Donc vraiment une pathologie à la fois psychiatrique, nutritionnelle, vraiment très, très spécifique, avec un état clinique quand il est arrivé aux post-urgences, que je vous décris, bien sûr incurique, avec une maigreur aussi marquée, je n'ai pas calculé l'IMC, mais un poids à 58 kg pour 1m70, il ne doit pas être l'un des 18, un très mauvais état bucco-dentaire, des râles bronchiques, et lui aussi, sur la prise de sang réalisée aux urgences, une déshydratation, une insuffisance rénale aiguë, et on fait assez volontiers, quand ces patients arrivent, un scanner thoraco-abdominopelvien pour s'assurer qu'il n'y ait pas en plus un cancer et une néoplasie évolutive, ce qui n'était pas le cas pour Monsieur B. Monsieur B, cliniquement, je ne sais pas si vous voyez très bien les photos, mais je vais essayer de vous les décrire. Sur le plan cutané et stomatologique, deux choses, des ecchymoses multiples au niveau des membres en particulier, ce qu'on appelle un purpura ecchymotique. D'autre part, une hyperkératose, une peau vraiment à la fois un peu atrophiée, mais avec des points un peu hyperkératosiques, en particulier au niveau des poils, avec des poils, je pense que vous ne le voyez pas, mais là, un peu en tire-bouchon, et surtout sur le plan de la cavité buccale, une gingivite hypertrophique et hémorragique, tout ça très évocateur d'une carence profonde en vitamine C. Donc un scorbut, une maladie que l'on pensait un peu disparue, qui avait décimé les équipages maritimes du 16 au 18e siècle, quand les hommes ont commencé à être un peu privés de fruits et légumes frais, donc privés d'apport en vitamine C, et jusqu'à ce qu'ils comprennent que le jus de citron était plutôt une bonne chose pour guérir les marins de cette affection, et une maladie qui avait réapparu dans des conditions un peu extrêmes, que ce soit la ruée vers l'or ou la guerre de 14, j'ai mis des photos, et qui finalement réapparaît dans nos sociétés modernes, dans des conditions à la fois de précarité et de carence d'apport, et même la presse générale s'est fait le relais de cette maladie que l'on voit réapparaître. En pratique, je ne vais pas vous faire la physiopathologie du scorbut, mais il faut juste retenir que c'est indispensable pour synthétiser du collagène, qui est indispensable dans la formation et l'entretien des muqueuses et de la peau. C'est pour ça que ça se manifeste surtout par des manifestations stomatologiques et cutanées, et qui sont assez faciles à reconnaître avec un simple examen clinique. Je vous ai rappelé à droite les aliments riches en vitamine C, vous voyez qu'ils ne sont pas trop souvent consommés par nos patients en situation de précarité. En gros, c'est les fruits et légumes frais, surtout les agrumes, que ce soit les kiwis, les citrons, je ne sais pas si le kiwi est une agrume d'ailleurs, bref, les fraises, oui, je vous ai fait des photos, et vous avez la liste. En pratique, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce scorbut? C'est que c'est un diagnostic clinique et qui est à la portée de tout le monde, et pas que du PUM et de l'admission aux urgences. Pourquoi? Parce que il n'est pas recommandé de doser la vitamine C. Vous voyez qu'il y a eu une conférence de consensus de la HAS qui est sortie, parce que, un, ça coûte cher, et deux, c'est pas indispensable à faire le diagnostic. Vous voyez que nous, on le fait parce qu'on a les patients hospitalisés, et que Monsieur B avait un taux de vitamine C quasiment indosable pour une normale supérieur à 10, mais une enquête alimentaire simple et des signes cliniques suffisent à suspecter le diagnostic et à traiter un patient qui serait carencé en vitamine C. Donc, c'est quelque chose qui est simple à faire en médecine ambulatoire, et qui justifie un traitement par vitamine C qui a peu d'effets indésirables, qui n'est pas très cher. Même un jus d'orange
n'importe lequel, peut apporter une quantité suffisante de vitamine C. Même une orange, c'est 50 mg de vitamine C. C'est suffisant pour traiter et prévenir le scorbut. Idéalement, nous, on leur donne une supplémentation en vitamine C par Beroca, c'est ce qu'on a à l'hôpital, ou bref, peu importe, au moins pendant un mois, 500 mg ou 250 mg 3 fois par jour. Donc, si vous avez pas ça à disposition, le moindre pack de jus d'orange est suffisant, non seulement pour traiter, mais pour prévenir le scorbut. Voilà un peu. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette maladie, si ce n'est dans les traités historiques, mais pour nous, ça a été un peu une redécouverte depuis quelques années au PUM de revoir des patients avec des signes cliniques qui n'étaient plus décrits dans nos manuels de sémiologie. Voilà, si vous avez des questions sur la vitamine C, n'hésitez pas. Sinon, je continue sur le 3e cas clinique, qui est celui de Madame H. Madame H a 51 ans, hospitalisée aux urgences pour un motif banal de chute et un séjour prolongé au sol. Mais chez une dame qui vivait avec son compagnon dans un appartement. Son compagnon avait donné l'alerte parce qu'il avait du mal à le relever d'une part, et d'autre part, vous voyez un peu plus bas dans l'histoire de la maladie, elle faisait des chutes à répétition de plus en plus fréquentes ces derniers temps, et surtout elle s'aggravait sur le plan neurologique avec des épisodes de confusion et de désorientation de plus en plus marqués. Ce qu'il faut retenir dans ses antécédents, c'est que Madame H avait une maladie alcoolique sévère non sevrée, avec une consommation d'alcool assez massive et surtout débutée à l'adolescence, et un tabagisme actif et pas d'autres toxicomanies. Donc, quand Madame H arrive aux urgences, elle est confuse. Elle ne sait plus du tout où elle est. Elle a des mouvements incohérents, incapable de répondre de manière adaptée aux ordres simples. Et donc, elle a tout le bilan de la confusion lorsqu'elle arrive aux urgences. Et on est assez exhaustif dans ce cadre-là parce que c'est difficile vraiment de faire la part des choses chez les patients qui arrivent confus aux urgences. Donc, elle a eu, en plus des bilans biologiques habituels, une ponction lombaire, un électroencéphalogramme pour s'assurer que ce ne sont pas des manifestations d'épilepsie, le scanner cérébral et surtout l'IRM cérébral que vous voyez à droite et qui a permis de faire le diagnostic de la cause de la confusion de Madame H. Hop. Qui est une encéphalopathie, donc une atteinte cérébrale liée à une carence en vitamine B1. Elle s'appelle aussi, du nom du premier médecin qui l'a décrit, l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. C'est une encéphalopathie qui donc, est liée à une carence aiguë en vitamine B1 et qui se manifeste, vous voyez, par une triade clinique qui associe la confusion, des troubles oculomoteurs avec des paralysies oculomotrices et une ataxie cérébelleuse, un syndrome cérébelleux qui est très difficile à diagnostiquer et qui de toute façon n'est présent que, je vous l'ai mis, que dans 20% des cas. En pratique, chez les patients qui arrivent confus aux urgences, c'est toujours difficile d'avoir un examen neurologique fiable et ces signes cliniques, encore une fois, bon, ils ont pas mal de limites. Une question dans la salle. En fait, moi, je suis éducatrice spécialisée Oui. et oculomoteur et ataxie. Alors, les troubles oculomoteurs, c'est vraiment un trouble au niveau de la coordination des yeux, et le nystagmus, c'est des mouvements anormaux au niveau des yeux. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile vraiment à examiner parce que les patients doivent coopérer et Madame H était incapable de suivre un stylo avec les yeux. Okay. Voilà. Deuxième chose, l'ataxie cérébelleuse, c'est pareil, ça nécessite de faire des mouvements un peu spécifiques, de faire marcher les patients et Madame H était incapable de marcher quand elle est arrivée. C'est pour ça que, et encore une fois, ces troubles, cette triade-là, elle est présente que dans 20% des cas, donc c'est vraiment très limité sur le plan clinique et c'est pour ça qu'on en vient assez rapidement aux examens complémentaires et en particulier à l'IRM qui permet de manière assez spécifique à 90% de faire le diagnostic de cette encéphalopathie. En pratique, c'est surtout la confusion qui nous alerte. Un patient qui fait n'importe quoi est incapable de répondre aux ordres simples, capable de marcher, a tout un tas d'examens pour essayer de savoir d'où vient cette confusion jusqu'à l'IRM cérébral qui permet d'en faire le diagnostic. Voilà un peu pour le diagnostic qui est encore une fois assez difficile à faire et l'urgence, c'est une urgence thérapeutique, c'est une urgence qui doit se faire en secteur hospitalier, qui ne peut pas se faire en ambulatoire puisqu'elle doit se faire par administration de vitamine B1
en intraveineuse à des bonnes doses de 500 mg 3 fois par jour pendant au moins 5 jours. Pourquoi? Parce que la vitamine B1, et là je voulais rappeler ici, est une vitamine qui est très mal absorbée par le tube digestif, et administrer de la vitamine B1 en traitement d'une encéphalopathie, c'est pas suffisant, puisque pour 100 mg à peu près de vitamine B1 per os, il n'y a que 5 mg qui sont absorbés, donc ce n'est pas du tout suffisant pour traiter une encéphalopathie. Vous voyez que le besoin journalier, quand même, il est assez limité, qu'on a des stocks limités, mais le problème, c'est vraiment l'absorption digestive qui nous fait mettre de la vitamine B1 en perfusion dès que les patients arrivent aux urgences, surtout quand ils sont confus, surtout quand ils ont un antécédent ou un alcoolisme chronique actif. Pourquoi? Parce que non seulement il y a une carence d'apport liée aux conditions dans lesquelles vivent souvent ces patients, et d'autre part, l'alcool en lui-même entraîne une diminution de l'absorption, de la transformation, du stockage et une augmentation des besoins en vitamine B1. C'est pour ça que dans nos sociétés actuelles, la consommation d'alcool est le premier facteur de risque de carence en vitamine B1. Et juste une parenthèse pour dire que c'est des carences aussi que l'on voit chez les patients qui ont des gastrectomies ou des chirurgies bariatriques maintenant qui sont de plus en plus fréquentes, alors qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes patients, mais on en voit de plus en plus aussi dans ce cadre-là. La supplémentation per os pour ce qui est des patients qui ont une consommation chronique d'alcool, il n'y a rien de très défini, mais on peut proposer d'administrer au long cours 100 mg 3 fois par jour, à sachant que je vous l'ai dit, sur les 100 mg, il n'y aura que 5 mg qui seront absorbés chez des patients qui sont souvent difficiles à éduquer sur le plan de l'alimentation. Et vous voyez à droite les aliments riches en vitamine B1 qui sont non plus pas des aliments faciles à consommer, surtout dans des situations de précarité. Voilà pour la vitamine B1. Donc, retenir la gravité de l'encéphalopathie, la nécessité d'hospitalisation et l'administration de B1 IV. Et pour ce qui est de la supplémentation, bien sûr, une éducation nutritionnelle, mais bien sûr qui est toujours difficile à faire dans ce contexte-là. Et le dernier cas clinique qui va nous permettre d'illustrer les deux dernières carences dont je voulais vous parler, c'est le cas clinique de monsieur L, qui a 62 ans et qui est amené aux urgences après appel de son médecin généraliste, donc un patient qui avait un peu plus de suivi médical que les précédents. Donc, puisqu'il avait un médecin généraliste, il avait un passage infirmier assez régulier, même si il ouvrait de manière assez aléatoire la porte, mais enfin, quand même une structure au domicile. Mais une perte d'autonomie en contexte d'altération de l'état général qui s'aggravait depuis un mois ou deux, avec bien sûr des difficultés de prise en charge au domicile liées à une opposition aux soins et des troubles du comportement qui rentraient dans le cadre d'une psychose chronique ancienne, avec pas mal de manifestations timiques, d'épisodes à la fois dépressifs et maniaques récurrents, relativement bien stabilisés depuis quelques années, avec une évolution un peu déficitaire, avec des troubles cognitifs. Un diabète de type 2 avec bien sûr des règles hygiéno-diététiques très mal respectées et un alcoolisme, lui, qui était sevré mais qui avait débuté assez tôt et surtout avec un retentissement à la fois neurologique, donc cognitif, mais aussi locomoteur assez sévère, puisque malgré ses 62 ans, il marchait déjà avec un déambulateur. Donc voilà sur le plan du traitement habituel qu'essayaient de donner les infirmières à la maison, des antidiabétiques, un thymorégulateurs et surtout un neuroleptique. Voilà monsieur L qui arrive aux urgences et qui, dans les examens biologiques qui ont été réalisés à l'admission aux urgences, une anémie, donc une diminution du taux d'hémoglobine, et avec le volume des globules rouges, ce qu'on appelle le volume globulaire moyen, plutôt élevé, même si la limite supérieure c'est 100, donc ce qu'on appelle une anémie macrocytaire, et qui révélait, après dosage vitaminique réalisé dans le service, de carences en vitamines de la lignée B qui peuvent donner des anémies. La plus fréquente, c'est la carence en vitamine B9 ou folate. Celle qui est un peu moins connue, mais assez fréquente, c'est la carence en vitamine B6 qui donne aussi des anémies.
une remarque. Donc, je parle d'abord de la B9 pour vous dire que c'est la conséquence première et la plus fréquente de la carence en vitamine B9, c'est donc la diminution du taux d'hémoglobine, avec, je vous l'ai dit, un volume globulaire moyen qui permet de faire le diagnostic qui est souvent élevé, et ça donne aussi des signes généraux et des signes digestifs. Pour la vitamine B9, le dosage est justifié et remboursé et permet donc de faire le diagnostic et de traiter, puisque je vous ai mis en bas les aliments pareils riches en vitamine B9 qui sont encore une fois pas souvent consommés par nos patients en situation de précarité. Donc, on peut justifier un traitement, une supplémentation en acide folique, 5 mg par jour, pendant au moins un mois et faire des cures régulières au long cours pour éviter justement que survienne cette anémie. La dernière vitamine de la lignée B dont je voulais vous parler, c'est la vitamine B6. La vitamine B6, donc, qui peut donner, comme c'était le cas pour monsieur L, des anémies quand c'est une carence chronique. Ça donne aussi des signes neurologiques et cutanés. La vitamine B6, on la met aussi systématiquement. Je ne sais pas si peut-être que vous le voyez quand les patients arrivent aux urgences, on le met systématiquement dans les perfusions des patients qui ont un antécédent ou un alcoolisme chronique, parce que l'alcool favorise la survenue de carences en vitamine B6 aiguës. Elles sont très rares, mais ça peut favoriser la survenue de crises d'épilepsie. C'est pour ça que les patients qui arrivent aux urgences ont quasiment systématiquement, surtout quand ils sont confus et qu'on a du mal à savoir ce qui se passe, une supplémentation en vitamine B1 en perfusion, je vous l'ai dit, en vitamine B6, aussi pour éviter la survenue d'états de mal épileptiques. Le problème de la B6, contrairement à la B1, c'est que d'administrer de manière répétée de la vitamine en IV, ça peut donner aussi des neuropathies. Donc, autant la B1, on n'a aucun doute, aucun scrupule à en faire régulièrement, autant des fois la B6, on est un peu plus réservé parce que ça peut aggraver une neuropathie qui peut être déjà liée à l'alcool. Et pour la supplémentation Perros, on peut aussi proposer, il n'y a rien de très, ce qu'on a fait pour M. Lehmann, il n'y a rien de très, pas de consensus, mais on peut proposer 250 mg 3 fois par jour pendant un mois pour essayer de supplémenter cette carence. Voilà un peu les 4 carences vitaminiques que l'on voit assez régulièrement au PUM dont je voulais parler. J'en ai pas fait, j'ai pas parlé de la vitamine D, qui est assez fréquente aussi, ou certaines autres vitamines ou éléments, les carences martiales aussi, qui peuvent aggraver l'anémie, parce que je pense que c'était déjà pas mal pour cette formation. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est des pathologies qui sont en lien direct avec la précarité, surtout par carence d'apport, bien sûr, qui sont fréquentes, graves et parfois sous-diagnostiquées. Et pour celles dont je vous ai parlé, la vitamine C, des signes cutanés, donc vraiment accessible à un examen tout simple. Le jus d'orange, un traitement à la fois simple et efficace. C'est suffisamment rare en médecine pour qu'on ne s'en prive pas. La vitamine B1, l'alcool bien sûr, et l'encéphalopathie carentielle, donc hospitalisation et B1 IV. La B9 avec le taux d'hémoglobine qui diminue par carence d'apport en vitamine B9 et la B6 aussi qui peut participer à l'anémie et que l'on met systématiquement pour éviter l'état de mal épileptique aux urgences. Et voilà quelques références voilà, dont j'ai extrait tout ce dont je vous parlais, la B1, la C. Vous voyez, j'ai fait un article par carence B1C et un article plus général sur les carences vitaminiques chez la lutte à médecine ambulatoire qui peut intéresser les médecins généralistes et qui nous ont écoutés. Et la référence aussi, je ne sais pas si elle vous l'a dit Clémence, du projet ICARE que vous avez dans une revue médicale qui permet de rappeler un peu ce que c'est que le projet et comment le PUM s'est inscrit dans ce projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Du coup, est-ce que, donc en présentiel ou en distanciel, est-ce que vous avez des questions?
le Korsakoff, Oui, quel type de carence? Plutôt B6? alors c'est plutôt B1, j'en ai pas parlé, c'est vrai, et ça a été le cas malheureusement de Madame H. Alors le syndrome de Korsakoff, c'est un syndrome démentiel, c'est une démence qui donne des troubles mnésiques et des troubles de la mémoire très marqués, la mémoire antérograde, avec d'autres spécificités qui sont des fausses reconnaissances, des fabulations, et qui malheureusement est responsable souvent d'une perte d'autonomie et d'une nécessité d'institutionnalisation, de mise en EHPAD, ce qui a été le cas de Madame H. C'est souvent, alors la physiopathe, elle n'est pas très bien connue, mais c'est souvent la répétition des carences aiguës en vitamine B1, donc des encéphalopathies, qui évoluent vers une démence de Korsakoff. Nous, on les voit comme le cas de Madame H, certainement qui font des tableaux d'encéphalopathie subaiguë qui rentrent dans l'ordre sans qu'ils soient hospitalisés. Et après une grosse épisode d'encéphalopathie comme elle a présenté, il y a des séquelles cognitives qui sont marquées et il y a une récupération qui se fait, mais qui est partielle. Et malheureusement, les troubles mnésiques en particulier sont fixés. Et même si on garde les patients sous vitaminothérapie un peu plus longtemps que 5 jours, on arrive à des tableaux neurologiques vraiment de démence donc jeune, puisque Madame H, elle a 51 ans. Elle est allée directement en EHPAD après, avec une dérogation d'âge, avec tout ça, parce qu'elle était incapable de se gérer au quotidien à cause de ses troubles neurologiques et cognitifs. Donc, le Korsakoff, c'est bien la vitamine B aussi. Oui, c'est un tableau qui était similaire. Oui, c'est une complication de la multiplication des encéphalopathies. Maintenant, je vous en prie. Oui, c'est payant aussi. C'est payant souvent, en ambulatoire, on maintient des bébés, c'est ça qu'on trouve au prescrit. Oui, mais c'est pas payé. Alors pour la C, il y a le jus d'orange ou l'orange. Bon, ça, c'est pas remboursé non plus, mais voilà, ça peut être ça. Voilà. Pour ce qui est de la B1, il y a la levure de bière, pareil, c'est pas remboursé non plus, mais c'est souvent des fois un peu mieux accepté parce que c'est pas un médicament et parce que voilà, ça peut enrichir l'alimentation. Après, ces supplémentations-là, que ce soit en B1 et en B6, je vous l'ai dit, il n'y a rien de il y a rien de consensuel et c'est pas recommandé à faire au long cours, même chez les patients qui ont des facteurs de risque comme la consommation chronique d'alcool. Voilà, c'est bien de faire quelques cures dans l'année, donc ça peut permettre de limiter un peu la dépense, mais ce ne sera pas remboursé. Je pense que vu que c'est pas recommandé, ce sera pas remboursé pour l'instant. Un mois. 100 mg x 3 pour la B1 et 250 mg x 3 pour la B6. Il vaut mieux arrêter au bout d'un mois et reprendre 3 à 6 mois plus tard. Au moins, voilà, ça permet de limiter un peu les dépenses et de faire, de faire des cures comme ça qui peuvent être plutôt bien. Et la vitamine C, moi aussi. Ouais. D'autres questions? Après, dans le quotidien, moi, je vois des fois, il y a des patients qui prennent de la vitamine B1, B6 sur Oui, alors ça aussi, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas, ça sert pas à grand chose au long cours, et il vaut mieux pas, à mon avis, le continuer au long cours parce que bon, après on sait plus trop. Ça fait des prises médicamenteuses supplémentaires. Des fois, ils préfèrent prendre des vitamines plutôt que des médicaments comme les neuroleptiques, par exemple, qui seraient plus bénéfiques. Et donc, à mon avis, voilà, il ne faut pas non plus trop poursuivre au long cours parce qu'encore une fois, c'est pas bon. Bah, surtout si la B6, tu disais que ça pouvait augmenter, en plus, aggraver les neuropathies chez les personnes. La B6 annulée, pas la B6 oui. parce qu'elle est très mal absorbée aussi. Là. Le problème de ces deux vitamines B, la B1 et la B6, c'est qu'elles sont très mal absorbées sur le plan digestif et que le supplémenter au long cours, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Autant la supplémentation aiguë à IV, elle est indispensable, surtout en B1. Autant les supplémentations au long cours, on le fait, mais encore une fois, c'est pas remboursé, il n'y a pas de consensus, et pourquoi pas faire des cures, ce qu'on disait, d'un mois, 3 fois par an, par exemple, et
Et voilà, et pas faire une vitamine C, une vitamine en retour, une vitamine en retour. D'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions en distanciel? Bon, très bien. Mais du coup, on va vous souhaiter un bon après-midi. Merci à tous d'avoir participé à la formation. Pour rappel, la prochaine formation, enfin interconnaissance, aura lieu le 28 février et donc on présentera les dispositifs de l'UCRM. Voilà, le replay vous sera envoyé. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter si vous avez besoin d'échanger sur des situations complexes des patients dont vous vous occupez, des personnes que vous accompagnez. Voilà, et on vous remercie beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Et vous aurez le PowerPoint comme. Et le PowerPoint et le replay. Et, ce que vous voulez. Ouais. Merci. Au revoir.